un mec qui a vendu un SaaS pour les paysagistes, uniquement en Floride. Et le mec a revendu son truc 20 millions, 30 millions, enfin c'est énorme. Pas de tenter de remplacer mon dev, j'en serais absolument incapable. C'est pas ma zone de génie non plus. Tu vois, ils ont sorti leur note-taker, tout le monde s'est mis à hurler, le note-taker ChatGPT va tout tuer. Bon, bah ça fait un mois, dans les calls que je fais, il y a toujours Fireflies, il y a toujours PLDV, ils sont toujours en croissance. Donc à un moment, le marché il est gros. Et qu'est-ce qui manque sur le marché aujourd'hui du SaaS? Alors juste avant de commencer le podcast, si vous voulez être la personne la mieux informée de la pièce en business et tech, on a une newsletter totalement gratuite qui vous envoie en 3 minutes par jour les 5 actus que vous devez absolument connaître pour avoir un coup d'avance et prendre les meilleures décisions. C'est moi personnellement qui la rédige tous les jours. Il y a plus de 10 000 entrepreneurs, CEO, cadres sup et futurs décideurs qui la lisent tous les jours. Voilà, vous allez adorer, c'est gratuit encore une fois, c'est le premier lien dans la description. Roman, c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Comme dit en off, on te suit, et moi personnellement, je te suis depuis quelques temps. De base, tu étais dans l'infoproduit, tu as fait un bout de chemin aussi dans le Web3. On a fait ce bout de chemin, non pas ensemble parce qu'on n'a pas travaillé ensemble, mais finalement dans la même industrie au même moment. Et puis après, tu es parti dans le SaaS. Tu as testé beaucoup de choses, tu as échoué pas mal et tu as eu un premier succès avec Cocoia, dont on pourra en reparler juste après, et un succès non seulement en termes de croissance, mais aussi et surtout en termes de revente. C'est pas tous les entrepreneurs qui peuvent se vanter d'avoir revendu un SaaS, donc bravo pour ça, je pense qu'on pourrait y revenir un peu. Et puis après, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que tu as relancé d'autres choses, tu as échoué d'autres choses, tu as réussi à itérer extrêmement rapidement, tu as su savoir lorsqu'il fallait pivoter ou lorsqu'il fallait perdurer. Et, euh, et là, tu viens de lancer finalement, il y a quoi? Il y a 1 mois et demi, 2 mois, Goji Berry, du moins la version qui marche de Goji Berry. Et Exactement. ça a l'air d'être un petit succès. Donc, j'ai envie d'en savoir plus aussi sur ce SaaS. J'ai envie d'en savoir un peu plus aujourd'hui sur les stratégies de croissance que tu utilises pour le faire fonctionner. Donc, ça va être toute la première partie du podcast. Et puis, la seconde partie du podcast, ça va être, eh bien, ton ressenti sur l'industrie du SaaS aujourd'hui. Comment est-ce que tu te positionnes? Est-ce que tu flippes vis-à-vis de l'IA? Est-ce que tu flippes vis-à-vis aussi des concurrents qui aujourd'hui peuvent lancer plus ou moins très rapidement ce que tu fais? Euh, et aussi des idées de SaaS que tu as pouvoir lancer. Comment est-ce que tu vois l'évolution de l'industrie? Bref, l'idée, c'est vraiment d'essayer de réfléchir ensemble à comment cette industrie du SaaS va évoluer et quelles vont être les opportunités justement que les auditeurs vont pouvoir choper. Voilà. Ben écoute, commence peut-être par te présenter. Je t'ai présenté très rapidement, mais tu peux, euh, tu peux le faire à ton tour maintenant. Ça marche, bah merci, merci déjà pour l'invitation, c'est cool. Je suis pas mal le podcast, je regarde quelques épisodes par-ci par-là, donc ça fait plaisir. Donc moi c'est Roman, j'ai 30 ans. Ouais, comme tu l'as dit, j'ai fait pas mal de freelancing infoprenariat. Ensuite, une aventure dans le Web3 avec une levée de fonds sur un jeu mobile. Et derrière, ça fait 2 ans et demi maintenant que je fais du SaaS, que j'ai vraiment trouvé le truc qui me plaît. Quali marketing, quali voilà, création de boîte avec quelque chose de pérenne. Euh, et donc, ouais, ma passion, c'est le SaaS et j'ai pas prévu de bouger avant quelques temps. J'ai essayé beaucoup de choses avant. Là, c'est bon, je pense que j'ai vraiment trouvé mon créneau. Et effectivement, j'ai hâte de parler voilà, du SaaS, de ce que c'était avant et de ce que ça va devenir dans les prochaines années. Et peut-être avant d'entamer sur les prochaines tendances et l'avenir du SaaS, faisons un point déjà sur pourquoi le SaaS, pourquoi tu es tombé là-dedans, et aussi sur toute ton aventure dans le SaaS jusqu'à Goji Berry. Ouais, ça marche. Alors, pourquoi le SaaS? Je pense que c'est. En fait, enfin, moi, je le vois comme ça. Quand tu as entre 20 et 25 ans, tu peux te permettre de faire des business où il n'y a pas forcément de pérennité. Tu vas faire des gros coups, tu ne vois pas vraiment l'étape d'après. Et quand tu évolues, ou que ça fait plusieurs années que tu es dans l'entrepreneuriat, tu comprends que pour pérenniser ton aventure entrepreneuriale, tu ne vas pas pouvoir relancer des nouveaux projets tous les 3 ans. Ou du moins, tu ne vas pas pouvoir changer de secteur tous les 3 ans. Et le SaaS, ce qui est intéressant, c'est que tu as des gens qui te payent mensuellement ou annuellement. Donc, tu as des revenus qui est déjà quasiment prédictible. Tu décorrèles ton business de ton personal branding. Et ça, c'est vraiment super intéressant et super plaisant. Ça veut dire que
Voilà, les clients, ils n'achètent pas parce que c'est toi, un petit peu, mais ils achètent beaucoup parce que c'est ton produit. Tu es remplaçable et donc ta boîte est revendable. Et tout ça, ça fait que le levier, en travaillant 3 ans dans le SaaS versus 3 ans dans l'infoprenariat, il est énorme. Et le Web3, c'est un peu pile ou face. J'ai des amis qui ont fait énormément d'argent, énormément de projets qui ont échoué. Moi, j'ai quasiment pas sorti d'argent de l'aventure Web3. Et donc, c'est du pile ou face. Et on voit que même les gros acteurs, ils peuvent exploser à un moment et puis ensuite, ça se casse la figure. Je pense au OpenSea, à toutes ces plateformes. Donc, compliqué à pérenniser. Et le seul but, enfin, la seule possibilité de réussir dans le Web3, c'est prendre énormément d'argent au momentum. Et ensuite c'est fini. Alors que le SaaS, tu vas pouvoir vraiment construire sur 5 ans, 10 ans. Il y a même des SaaS, ça fait 20 ans qu'ils sont là, comme les Salesforce, et bah, ça a des valorisations qui sont énormes. Donc voilà pourquoi le SaaS, envie de pérennité, plus envie de dépendre aussi d'un personal branding. Et c'est vrai que ça fait du bien, quoi. Générer autant d'argent, avoir plus d'argent sur Internet sans montrer sa tête, ou en montrant sa tête très peu, c'est très agréable. Ok. Et tu as immédiatement lancé Coco AI ou avant ça, tu étais parti sur autre chose? Non, on l'a lancé immédiatement. En fait, on a eu la chance Ok. du débutant sur, enfin, plus ou moins, hein, sur Coco AI. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un truc qui est totalement débile. Je me suis dit, OK, je vais regarder Y Combinator, donc un incubateur américain. Qu'est-ce qu'ils ont lancé aux États-Unis sur cette année? Donc, c'était 2023. Je vais prendre un projet et je vais l'adapter. En fait, c'est une grave erreur parce que Y Combinator, ils investissent dans, je sais pas, peut-être 500 boîtes par an. Ils peuvent se permettre qu'il y en ait 450 qui ne marchent pas. Et donc, j'ai joué un petit peu à la roulette. Donc, j'ai pris une boîte qui s'appelait OneText. Eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient du text to buy. Donc, en gros, tu plugs ça sur ton e-commerce et tu envoies un SMS à tout le monde. Et par exemple, je sais pas, nouvelle livraison de protéines vanille, est-ce que tu en veux? Et la personne, elle répond juste oui, et ça la débite, en fait. La première fois, elle met sa carte, mais ensuite, toutes les fois où c'est recurring, bah, tu réponds juste oui ou non, et ça te permet d'acheter. Donc, la friction à l'achat, elle est très basse. Et sur le papier, ça avait l'air d'être une excellente idée, mais en réalité, en Europe, les gens n'étaient pas prêts du tout à ça. Et donc, les gens répondaient oui, puis ils ne comprenaient pas pourquoi ils avaient été bille. Donc, ça, c'était déjà la première erreur, c'est de penser qu'on peut transposer directement. Donc, on a perdu 6 mois là-dessus, et après, on s'est dit, OK, bon, on va faire ce que les gens veulent. Donc, on a pris quelques concurrents qui faisaient du WhatsApp. Donc, nous, c'était sur WhatsApp. On avait aussi transposé le SMS sur WhatsApp. Et donc, on s'est dit, OK, on va prendre des concurrents qui cartonnent en Europe sur WhatsApp, et on va faire la même chose en mieux. Et là, ça a fonctionné. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je connaissais pas grand-chose de e-commerce. Enfin, j'avais des amis, mais c'était pas mon cœur de cible. Et donc, on a un peu fait ça comme ça en naviguant à vue. On a vu les limites du projet très rapidement. Donc, ça pouvait être un projet qui faut faire plusieurs millions, mais c'était quand même vachement limité. Parce que c'est WhatsApp, donc déjà, tu te coupais de la moitié des stores Shopify qui sont aux États-Unis. Et donc, voilà. Et donc, en fait, on a pivoté. Dès qu'on a pivoté, on a eu les premiers clients. Et à partir de là, bah, on a construit justement en accumulant les clients. Il y avait très peu de churn. Et on a revendu la boîte 8 mois après. 8 mois après les premiers clients. Donc en fait, 6 mois plus 8 mois. Ouais. Ce qui est assez rapide quand même, hein. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de te demander, OK, qu'est-ce qui va décoller demain? Comment est-ce que je peux surfer sur un truc qui a marché? Tu t'es juste dit, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce que je peux copier? Et comment est-ce que je peux le lancer? Est-ce que c'est ta manière de fonctionner habituelle ou là, tu t'es juste dit, bon, c'est un coup pour du beurre, j'ai besoin de m'entraîner, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de me baser sur un business de croyance et finalement, peut-être que le Web3 aussi t'a enseigné ça, très certainement. Ouais, Dire, bon, totalement. j'ai pas envie de miser tout mon temps sur quelque chose qui relève d'une croyance ou d'une conviction, mais sur laquelle finalement, qui est backée par je ne sais quoi. Bon, bah, on va juste aller sur des choses qui sont solides, qui sont ancrées, qui ont déjà été financées. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que je vois vraiment ça comme une sorte de traumatisme. Putain, on fait chier, j'ai trop fait confiance à mon instinct et j'ai juste besoin de solide, un truc auquel finalement qui est obligé de fonctionner puisque ça fonctionne déjà. Ouais, c'est Et ça, c'est exactement ça.
Moi, je me posais la question, comment ça s'est passé, du coup, la revente dont tu dis, il y a eu 8 mois. Tu peux nous donner un peu quels étaient les prérequis, enfin, en gros, quels chiffres tu avais et comment tu t'y es pris pour contacter ou trouver ou te faire contacter, je ne sais pas d'ailleurs, par un acteur, et combien de temps ça a pris derrière la revente et voilà un Ouais. peu de Alors, contexte. je peux dire combien on faisait, je peux donner une fourchette pour la revente, je peux pas donner le prix exact. Donc, on faisait à peu près 50 000 de MRR par mois. Ouais. Et on a revendu plus d'un million, ouais. Ok. Euh, Après, comment ça s'est passé? En fait, c'est assez simple. Donc, on fait ces 8 mois, on se rend compte que en France, il y a déjà des gros acteurs. Et surtout, il y avait un truc dont j'ai pas parlé, c'est que ce qui m'a fait vendre, c'est le plateforme risque. En gros, WhatsApp, c'est dépendant de Meta. Et Meta change ses règles tous les 3 mois de manière totalement arbitraire. Ce qui fait que tu as un business qui est pris à la gorge par Meta, qui peut changer les prix. Et pendant qu'on était en train de revendre, par exemple, les messages marketing ont été interdits aux États-Unis. Donc, tu peux plus envoyer de campagne marketing WhatsApp aux États-Unis. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, au secours, c'est mort, je ne vais pas supporter d'avoir un business qui est vraiment instable à ce niveau-là. Et puis en plus de ça, j'avais une partie de l'équipe qui était plus vraiment intéressée par le projet, donc on était 4. Il y en avait 2 qui commençaient à dire OK, il faut vendre, parce que la somme était quand même sympa. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un truc hyper simple. J'ai fait une recherche booléenne sur LinkedIn en mode buying SaaS. J'ai trouvé tous les mecs qui avaient buying SaaS dans leur bio. J'ai contacté le premier qui m'a répondu. On a fait un appel. Et après 2 mois de due diligence, c'était vendu. Donc c'est allé hyper vite. Le mec était cherché un SaaS à Shopify depuis des mois et des mois. Il s'est allié à un fonds pour acheter ça. Et donc ça s'est fait un petit peu comme ça, quoi. Par contre, il y a eu 2 mois de due diligence avec des avocats, des trucs comme ça, beaucoup d'emails, mais c'était super smooth. Et donc on a eu 90% upfront et 10% de earn-out. Donc c'est pas vraiment du earn-out, c'est les bénéfices de l'entreprise sont utilisés pour nous payer sur ces 10% restants, sur Ok. 3 ans. Ok. Comment dire, tu sais ce que la boîte est devenue? Tu as pu Ouais, voir? ouais, je suis encore par curiosité. Donc il y a 1 mois et demi, je crois qu'ils étaient à moins 15% par rapport à quand on a vendu. Donc pas top pour une bonne raison, c'est que c'est un Américain qui a acheté et il s'est dit, eh ben, les clients, je vais communiquer avec eux en anglais et ça va bien se passer. Alors qu'on avait 60% de la base qui était française et qui ne voulait pas parler anglais. Ouais. Là, c'est en train de reprendre. Donc je crois qu'il est en train de revenir au niveau de la vente. Et surtout, il y a le Black Friday, tout ça qui vont arriver en octobre où il va faire énormément d'argent. Donc je suis pas vraiment inquiet. Donc non, ça se passe plutôt bien. Après, c'est pas en hyper croissance non plus. Ok. Non, mais c'est juste intéressant de savoir, tu vois, d'avoir un retour post-achat, de se dire C'est clair. est-ce que ça se traduit pas? Et là où tu as raison, c'est que culturellement, tu rachètes un business, tu sais jamais comment enfin, si tu le rachètes hors de chez toi, évidemment, C'est clair. culturellement, comment il va réagir, quoi. C'est quand même une leçon non négligeable. Ouais, carrément. Et non, je le voyais débarquer dans les groupes clients en faisant des messages audio en anglais à Gérard, 65 ans, qui vend des combis de plongée. C'est mort, c'est un carnage. Donc, non, il a fallu un petit temps d'adaptation. Et puis surtout, là, il a de plus en plus de clients anglais. Donc Ok. ça marche bien. Mais non, ce genre de deal avec des avocats, avec un compte séquestre, ça se passe relativement bien, quoi. Ok. Quelque chose qu'on a oublié de préciser, c'est que tu as bien entendu bootstrap le projet. Ouais. Je ne sais pas à quel point tu as investi aussi de ton côté, parce que de mémoire, tu avais quand même un petit capital. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir, quand tu vends ce type de business, sachant que tu n'as pas levé de fonds, si tu déduis les avocats et tous les autres coûts, qu'est-ce qui arrive réellement dans votre poche? Alors, qu'est-ce qui arrive réellement dans notre poche? C'est-à-dire? En pourcentage, imaginons que tu as réussi à le vendre 1 million, Ouais, sachant que tu n'as pas d'investisseur, donc on met ça de côté. ouais. Sur ces 1 million, vous êtes 4 associés, vous prenez combien en tout? Alors, les avocats, ça a été payé par l'acheteur. Ok. Ok. Donc, c'est 15 000 $, quelque chose comme ça. Et après, les frais d'enregistrement de la boîte, etc., c'est côté acheteur aussi, en fait. Donc, tu prends 1 Ok. million. Enfin, c'est un peu plus d'1 million, d'ailleurs.
Et après, cet argent-là, soit tu le gardes et tu le fais remonter dans des holdings comme nous on l'a fait, ce qui fait que tu payes pas d'impôt, quoi. Tu le fais travailler ensuite dans des holdings. Enfin, tu payes pas d'impôt, tu payes toujours de l'impôt en France, mais tu payes pas d'impôt tout de suite, on va dire. T'as Ok. un OBTR où tu es obligé de. C'est ça? Tu es obligé de réemployer l'argent? Ouais, c'est ça, exactement. Un OBTR, peut-être que tu peux Ouais, expliquer. 150 OBTR, c'est le nom d'une loi qui te dit que quand tu vends une société et que cette société était détenue par une autre société, à savoir une holding ou ce que tu veux, et que l'argent remonte donc dans la holding, tu me dis si tu me 2 ou corriges si je me 3 trompe, mais ans, tu as je sais 24 mois normalement pas. Ouais, c'est ça. pour réinvestir plus de 70% de la somme. Et si ces 70% sont réinvestis, alors les 30% restants sont tax-free. T'as pas, voilà, à payer. Et les 70%, tu n'as pas non plus de taxes dessus. Par contre, ils sont réinvestis dans un certain nombre d'activités qui encouragent la croissance de l'économie. Tu ne peux pas juste acheter des appartes avec ou ce genre de trucs. C'est ça, exactement. Les pourcentages, si quelqu'un est vraiment un expert en OBTR, je fais attention aux pourcentages que je donne, je ne sais plus parce que ça a varié. À une époque, c'était 60, c'est monté à 90. Je ne sais pas, de mémoire, on est à 70, je crois, mais si quelqu'un dans les commentaires est plus calé, qu'il le dise, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, nous, on a pris une partie, on a laissé une partie dans la holding. Enfin, moi, je parle pour moi. Et j'ai une partie que j'ai réinvestie, effectivement, dans des fonds comme ça. Donc, non, ça fait que tu payes pas énormément d'impôts. En fait, moi, je le vois surtout comme des points de vie pour construire d'autres projets, quoi. Donc, tu as 10 ans devant toi pour construire autre chose et c'est très bien. Ok. Donc là, tu finis ce projet et tu te dis, bon, let's go, je repars sur d'autres SaaS. Est-ce que tu peux juste peut-être nous raconter cette partie-là avant de passer sur toutes les prochaines tendances? Ouais, ça marche. Et ben, du coup, ce qui s'est passé, c'est que donc on a revendu Coco AI. J'ai un développeur qui est parti. Donc, mon développeur est parti avec son meilleur ami, donc qui était aussi dans la boîte, qui faisait moitié du dev, moitié du marketing, donc qui avait les deux casquettes. Et donc, je me retrouve avec un de mes associés. On se dit, OK, il nous faut un nouveau développeur. On trouve un nouveau développeur hyper rapidement, un crack qui vient de revendre une boîte plusieurs millions dans l'éducation. Donc, on s'associe avec lui, on cherche ce qu'on peut lancer, donc on cherche peut-être 2-3 semaines, et puis ensuite on se dit, OK, on va lancer un SaaS jusqu'à ce que ça fonctionne. Donc, on lance un premier SaaS qui s'appelle Goji Berry, donc la version 1. La version 1, on faisait de l'UGC IA. Donc, en gros, tu mettais un prompt, tu mettais le PNJ de ton produit, ça te sortait quelqu'un qui montrait ton produit, en gros, pour simplifier. Donc, on fait des posts sur LinkedIn, il y a plusieurs millions de vues, une tonne de gens qui s'inscrivent. Franchement, je crois qu'on a eu 3 ou 4 000 inscrits et on se retrouve avec 4 ou 5 paiements. Donc, très peu, en fait. Très, très peu de gens qui payent. On se renseigne avec des gros acteurs du marché. Le churn, il est abominable sur ce secteur-là. On ne voit pas vraiment ce qu'on peut proposer de plus, vraiment, de ce qui existe. Donc, on zappe. Au bout d'une semaine, on zappe. Le truc faisait 300 euros de MRR, je crois, un truc comme ça. Et c'est Tu vois, surtout. rien que ça, c'est dingue ce que tu viens de dire parce que n'importe qui fait 3000, 4000 inscrits en un post LinkedIn et 300 euros de MRR en une semaine, te dira bah, ça marche, c'est un win, et il y a product market fit, je continue. Ouais, mais je sais pas. Franchement, c'était vraiment le genre de tool IA qui attire énormément d'attention, mais ça attire les curieux, mais qui convertit pas et qui résout pas un besoin profond. En fait, je voyais aucune marque l'utiliser dans la durée, ce genre d'outil. Et donc, je me suis dit, c'est un mauvais plan. Ça veut dire qu'on va faire de l'argent très vite, mais sur la durée, il y a pas quelque chose à aller chercher. Alors, il y a Arcade qui fonctionne bien, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un SaaS qui Oui. cartonne sur le secteur. Mais voilà, nous, on ne le sentait pas. Donc, on kill le truc. Et puis surtout, il y avait ça aussi, c'est que les coûts de génération vidéo, etc., étaient énormes. C'est que la marge n'était pas ouf. Bref, donc tout ça cumulé, on kill le truc très rapidement, ça ne nous intéresse pas, on arrête. Deuxième outil, on se dit, OK, on va aller chercher du B2B. Donc, il y a tous ces, vous avez dû les voir, les enregistreurs IA pendant les appels. Donc, il y a Fireflies, il y a TLDV, enfin voilà. Donc, on se dit, OK, super, super business. Tout le monde utilise ça. Donc, on crée une version en 2 semaines, on commence à la vendre.
Là, j'arrive à vendre. Donc, je fais énormément d'outreach, j'ai des teams, on signe, je crois, peut-être pour 300 ou 400 dollars de MRR. Mais derrière, pareil, en démo, l'horreur, chaque fois, qu'est-ce que vous avez de différent de tous ces outils-là? Et en fait, il n'y avait rien de différent. Je ne savais pas où amener le produit et je n'avais pas de vision. Et moi-même, j'utilisais Firefly plutôt que mon outil, si tu veux. Donc, à un moment, je me suis dit, bon, c'est pas cohérent non plus. Et là aussi, les coûts IA énormes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces boîtes-là ne font pas d'argent. C'est que des boîtes qui ont levé et quasiment tout l'argent qu'ils font est réinvesti dans cette transcription des voix. Donc chiant, et puis super chiant à vendre en fait, parce que tu es là, tu vends des licences à 20 dollars à des mecs qui ne sont pas décisionnaires. Donc j'ai dit, ok, on arrête. On a kill le truc rapidement aussi, parce qu'on cherchait vraiment un projet explosif, quoi. Et donc là, on lance Goodberry V3. Et là, pour cette V3, on s'est dit, OK, c'est quoi le besoin le plus pressant de tous les gens à qui on a parlé depuis le début? Et c'est en fait, c'est avoir plus de clients. N'importe quel business te dira, si je peux avoir plus de clients, je suis chaud. Donc, on a regardé ce qui se faisait sur ce secteur-là. Et on est tombé sur une boîte, tu vois, je retombe dans mes travers, on est tombé sur une boîte qui a fait YC, mais qui faisait de l'argent cette fois-ci, aux États-Unis. Donc, ça s'appelle Origami. Et Origami, eux, ils identifient les signaux d'achat potentiels. Donc, en gros, un mec sur LinkedIn, s'il a fait tant d'interactions, s'il a liké tant de posts, follow tant de personnes, etc., et ben, tu vas le sortir plutôt qu'un autre lead et il va être plus à même de répondre, d'utiliser ton produit. Et donc, je fais un appel avec Origami, je me mets en client mystère, je vois le truc, c'est génial, quoi. Et surtout, pendant l'appel avec Origami, le mec, pendant 30 minutes, il m'explique pourquoi il ne va pas me vendre son produit. Il est en mode, on a tellement de clients, je ne suis pas sûr que tu sois un bon fit, et c'est à moi de me justifier. Je veux ton produit, je veux ton produit. Montre-moi ton produit. Et donc là, je me dis, OK, il y a un truc qui est absolument énorme. Donc, on fait une landing, on la shoot par email à plusieurs clients, on fait un post Reddit, et là, direct, c'est pas 200 ou 300 dollars, c'est 3000, 4000 dollars la première semaine. Et donc là, on se dit, OK, et surtout, c'est des teams B2B, des boîtes qui font plus de 10 millions, des mecs qui ne vont pas de churn, avec qui on peut discuter. Et donc là, on se dit, OK, il y a un truc. Et donc, on se met là-dedans. Et ça a été le début de Goji-Berry V3. Et là, on a une croissance, peut-être 25% par semaine, ce qui est juste énorme. Donc, ça grossit hyper vite. Et surtout, on résout un besoin profond qui est plus de clients, des gens qui veulent acheter le produit. Et donc là, je pense qu'on tient quelque chose. Beaucoup plus que les deux autres, ou les deux autres, en fait. Alors, le premier, c'était entre B2B et B2C, parce que qui va utiliser des avatars IA, il y a un peu de tout. Le deuxième, c'était vraiment très B2B, mais pas cher, tiré vers le bas. Et surtout, le note taker IA, quand tu lances ta boîte, en fait, il est loin quoi, dans les besoins. D'abord, tu as besoin de clients, puis ensuite, tu as besoin je sais pas, d'un comptable, puis tu as besoin d'un service RH. C'est bien après que tu vas avoir besoin de ça. Donc, en fait, les gens n'étaient pas pressés. Alors que là, quand tu leur dis demain, je peux t'amener 10 clients, bah, les mecs, ils sortent la carte bancaire et ils payent direct. Donc, voilà. Et on a lancé ce business uniquement aux US. Je crois qu'on a un client français sur les 250 clients. Et ouais, ça se passe super bien. Quand même. Super intéressant. Est-ce que juste peut-être tu peux rappeler finalement les métriques qui t'ont fait dire OK, c'est bon, let's go. C'est-à-dire que bon, tu as fait 10 fois plus d'argent encaissé en une semaine, OK, ça on l'a compris, mais dans ton ressenti personnel, qu'est-ce qui t'a fait dire OK, il y a une traction? Est-ce que lors des appels clients, prospects, tu avais des personnes qui te disaient comment est-ce que vous différenciez tel outil, ou non, ils ne connaissaient aucun autre outil qui faisait pareil? Alors, c'est surtout le fait que les gens pouvaient lâcher 500 dollars sans qu'on ait codé une seule ligne, qui était vraiment impressionnant. Donc moi, j'arrivais avec ma pauvre landing page en leur disant on va vous trouver des clients. Et les mecs me disaient OK, bah tiens, voilà ma carte, on commence quand? Et ça en fait, ce qui m'a fait changer, c'est une formation gratuite d'Adam Robinson. Donc Adam Robinson, c'est un mec qui a 2 SaaS. Il a rétention.com et il a Airbnb. Rétention, c'est un truc de mailing, et Airbnb, c'est un système qui permet d'identifier les visiteurs de ton site. Donc, ça marche que aux États-Unis.
parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas les lois, les lois affreuses qu'on a nous. Mais donc, du coup, tu peux voir qui va sur ton site et trouver l'email. Et donc, je regarde sa formation et le mec dit, je faisais une conférence, donc il n'arrêtait pas de fail. Il a fait une conférence et il dit aux gens, voilà, est-ce que ça vous intéresse que j'identifie les gens sur votre site que vous ne connaissez pas? Et tout le monde lui commençait à lui filer sa carte bancaire pour être en testing. Donc, je me suis dit, OK, on va essayer de faire un petit peu le même effet. Et c'est beaucoup plus agréable, même pour mon développeur, de commencer à coder quelque chose quand il y a déjà 5-10 000 euros de MRR. Ça n'a rien à voir. Et même pour nous, c'est le jour et la nuit. Donc à partir de là, je me suis dit, OK, il y a vraiment quelque chose. Et il y a surtout un truc, c'est qu'on a un avantage concurrentiel, c'est que mon développeur, sur ce qu'on fait, donc sur les signaux, il a déjà bossé sur des projets d'extraction de signaux LinkedIn et de gestion de plusieurs dizaines de comptes LinkedIn. Et donc, c'est intéressant. Enfin, on a 6 mois, 1 an peut-être de knowledge déjà gagné. Donc voilà, il y avait tout ça, ne pas coder. Et vraiment, si je relançais un projet aujourd'hui, alors je ne compte pas du tout relancer quelque chose, mais je ne coderai pas une seule ligne avant qu'on me donne de l'argent. Ça, c'est hors de question. Même avec l'IA, même en faisant un POC, non, non. Ah si, alors tu peux faire ta landing page. Moi, j'avais une landing page Lovable et c'est parfait. Et oui, sur Lovable aussi, je simulais le fait de trouver les clients. Genre, le mec mettait son site, puis ça faisait une petite vidéo qui disait voilà, sur LinkedIn, il y a telle personne, telle personne, telle personne, telle personne qui est intéressée. Mais c'était du prompt, en fait. C'est moi qui avais rentré dans Lovable, mais il n'y avait pas de software derrière. Ok, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que finalement, les deux projets qui ont fonctionné, tu l'as dit tout à l'heure, mais la démarche est la même. Tu es allé voir ce qui marche. Et après, tu t'es dit, OK, comment est-ce que je peux le dupliquer à ma sauce avec mes propres avantages compétitifs? Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, tu disais que c'était la pire idée, mais finalement, tu l'as fait à 2 reprises et ça a l'air de marcher. Si demain, tu devais relancer quelque chose, est-ce que tu procéderais de la même manière ou pas? Ouais, clairement. C'est-à-dire vraiment regarder ce qui fonctionne et voir un petit peu où est-ce que tu peux rajouter ton grain de sel. Nous, par exemple, sur Gojib et V3, il y a beaucoup de tools de signaux donc, qui permettent de trouver des acheteurs chauds. Mais par exemple, ils ne permettent pas d'enrichir ton contact. Donc, ils vont te dire, voilà, voici ce poste où il y a des gens intéressés, mais ça ne va pas te dire, ça ne va pas t'extraire la bonne personne, puis trouver son numéro de téléphone, son email. Donc, on est allé un peu plus loin dans le processus, ce qui fait que c'est intéressant. Mais oui, alors, plutôt que de regarder les boîtes qui se lancent sur YC, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font un manifeste à chaque fois qu'ils font un batch. Donc, je crois que c'est 2-3 fois par an. Et ils te disent, voilà les grandes tendances actuelles. Et ça, c'est quand même vachement intéressant, parce que les mecs, ils peuvent se tromper sur une boîte, mais ils se trompent rarement sur on a investi sur 1500 boîtes dans l'IA, sur telle verticale. Il y en a une qui va fonctionner. Donc, c'est intéressant. Et surtout, regarder YC maintenant, c'est pas la même chose que regarder YC il y a 2 ans, parce qu'aujourd'hui, ils vont aller chercher des boîtes qui font du profit, en fait, c'est des boîtes quasiment bootstrap à qui ils vont rajouter du jus, alors qu'à l'époque, c'était des boîtes pré-revenus. Donc là, quasiment toutes les boîtes font déjà de l'argent. Et ça, c'est intéressant. Ok, super intéressant. Est-ce que tu te souviens de quelques tendances partagées par YC sur les SaaS et les tendances à venir? Ouais, bah, tu as les agents IA, forcément. Donc, tout ce qui va permettre de faire que l'humain va aller plus vite, effectivement. Donc, mâcher le travail de l'humain. Donc, eux, ils ont plusieurs axes. Ils ont le copilote, donc l'IA au service de l'humain. Nous, c'est ce qu'on fait. Ça veut dire que tu vas mixer de l'IA et de l'humain. Donc, l'IA va te trouver les bons contacts et c'est toi qui vas aller les contacter. Et après, ils ont le 100% IA où c'est l'IA qui trouve tes contacts et contacte les gens pour toi. Pour avoir testé ce qui se fait aujourd'hui, moi, je ne crois pas au full IA du tout. Genre pas du tout, du tout. Je crois beaucoup plus au copilote. Mais Pourquoi? ça bouge tellement vite. Mais parce qu'en fait, quand tu vas faire du full IA sur je trouve le contact, je lui envoie un message, le message il va toujours y avoir un problème soit de contexte ou quand toi tu vas regarder le profil de la personne et son business, tu vas savoir quoi lui dire. L'IA, ça va être un peu fade. Elle va pas forcément trouver les bons axes. Pareil, dans le flow 100% IA, il n'y a personne qui prend le téléphone et qui appelle. Nous, on conseille d'appeler les gens, tout simplement, avec une voix humaine.
Donc voilà, c'est ce genre de truc. Et pareil, tu as en fait, ils appellent ça le AI SDR. Donc le SDR, c'est le mec qui dans les boîtes, il book des démos. Donc le AI SDR, il va te sortir une liste de leads, puis il va les contacter sur LinkedIn, puis il va essayer de booker des démos. Mais le problème, c'est que tu vois, il y a plein de trucs que le AI SDR va pas faire. Par exemple, moi, je trouve un mec dans la boîte qui est intéressé, je l'ajoute sur LinkedIn, mais parfois il répond pas, donc j'ajoute son supérieur. Je prends les numéros des deux, je les appelle. Je vois tout ce qu'ils ont commenté. Je vais aller chercher une info, je vais la mettre dans mon email, etc. Donc il y a plein de trucs en fait dans l'ultra personnalisation qui ne fonctionnent pas sur le 100% IA. Tout simplement parce que il y a un côté rationnel de l'humain qui fait que c'est difficilement reproductible. Par contre, sur la génération de leads, je trouve que c'est mieux qu'un humain, clairement. Donc là, ce que tu es quand même en train de dire, c'est que bon, les SaaS, notamment au niveau de la prospection, ont encore de beaux jours devant eux et que tout ne va Ouais. pas être remplacé demain par des boîtiers. Non, moi j'y crois pas sur enfin, j'y crois pas sur le 100% prospection. Enfin, pour l'instant en tout cas. Ok. Juste, on n'en a pas parlé. Vous êtes combien actuellement à travailler à temps plein dans la boîte? On est 3 plus 2 freelances qu'on va passer salariés. Ouais. Ok. Donc Et du 5. coup, tu utilises beaucoup. Enfin, ma question est la suivante. Est-ce qu'avec l'IA, tu as réussi à réduire ses effectifs? Enfin, c'est une question qu'on pose souvent, mais est-ce que tu penses que s'il n'y avait pas d'IA, tu as parlé de Lovable tout à l'heure, et voilà, est-ce que tu penses que vous seriez 2 fois plus ou non, ça ne change pas la donne? Ah ouais, si, carrément. Les 2 premières semaines, mon IA, c'était 5 Pakistanais sur Fiverr, que je briefais pour aller chercher les signaux d'achat. Donc, je leur avais fait tout un protocole en mode, voilà, il y a un client, vous allez taper tous ces mots-clés sur LinkedIn, chercher qui interagit. Quand il y a des gens qui interagissent, vous allez checker chacun des profils pour dire s'il est qualifié ou non. Donc ça a duré 2 semaines avant qu'on crée le produit. Donc oui, Ça me fait clairement. penser à la boîte IA qui avait levé des Ouais, centaines de millions. Ouais. En fait, c'était une armée d'Indiens derrière. exactement. Alors nous, ça a duré 2 semaines. Mais ouais, au début, pas le choix. Et là c'est bon, on n'a plus on n'a plus aucune personne qui trouve les leads. On a quelqu'un qui vérifie les leads trouvés de temps en temps. Donc il les filtre, qui dit ok, celui-là est pas bon. Mais c'était quoi déjà la question? Oui, donc oui, tu peux avoir beaucoup moins de monde. Ah bah clairement. Moi, je fais le job de 5 personnes au marketing il y a quelques années, tout simplement parce que, par exemple, je fais énormément de campagnes en cold mailing. J'utilise Instantly. Instantly, quand je me lève le matin, il a déjà pré-répondu à chacun des emails enfin des réponses des prospects. Donc j'ai juste à checker et en 2 minutes, j'envoie 500 emails quasiment personnalisés. Et c'est là la nuance, c'est quasiment. Donc il faut que je vérifie certains trucs. Parfois l'IA est déraille, parfois le mec pose une question, enfin, il pose 2 questions, mais il y en a une qui est beaucoup plus importante que l'autre et l'IA répond plus sur la deuxième partie. Donc en fait, je dois quand même passer un peu de temps dessus. Mais oui, clairement, le côté copilote, il est incroyable. Tu utilises quoi enfin, c'est quoi, on va dire, ta stack IA? Tu utilises quoi comme outil de manière générale pour faire tourner la boîte? Ouais, alors sur la partie back-end du produit, ça, j'en sais rien. Donc ça, c'est mon développeur, j'en ai aucune idée. Par contre, moi, je peux te parler du stack de sales à la limite. Ouais. Donc le stack de sales, donc j'utilise Goji pour scraper un maximum de leads. Donc je vais aller chercher tous les gens qui like, commentent sur les sujets call mailing, lead generation, tous ces trucs-là. Ensuite, j'envoie ces leads, donc je les enrichis, j'envoie ces leads sur Instantly. Donc Instantly va me permettre de faire mes campagnes en call mailing. On envoie 3-4 000 mails par jour actuellement, donc on est en train de faire grossir le truc. Ces contacts-là trouvés avec Goji, j'envoie les profils LinkedIn dans Wallaxy. Donc avec Wallaxy, j'ai une campagne Wallaxy qui me permet d'ajouter tout le monde. Donc là, j'ai cold email,
cold outreach. De temps en temps, j'appelle les prospects quand ils montrent. Alors, j'appelle pas vraiment, j'aime pas appeler. J'appelle quand ils sont en France, mais sinon, j'envoie un message WhatsApp très souvent sur certains prospects très chauds à qui je veux parler. Et voilà, et donc ça me permet de booker mes démos. Et après, j'ai toute une partie donc inbound où on poste énormément sur Reddit. Donc, on a trouvé des manières d'automatiser le post sur Reddit qui amène beaucoup de démos et du inbound sur LinkedIn, plus les recos clients. Donc, je dirais que le call mailing, cold outreach, c'est peut-être 60-70% des démos. Et ensuite, le reste, c'est 30%. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on utilise notre outil pour faire grossir notre boîte. Ça, c'est toujours bon signe. Tout à fait. C'est un argument de dingue en plus. Hein. La Ouais, vente, bien sûr. ça me rappelle un peu l'histoire de Tweethunter, hein, qui finalement utilisait cet outil pour eux-mêmes grossir sur Twitter. Donc c'était une preuve de dingue. Ouais, en fait, c'était Instantly qui mettait ça. C'était We use Instantly to grow instantly. Et j'adore quand tu peux faire ça avec ta propre boîte. Je trouve ça vraiment stylé. C'est la meilleure preuve au monde que le truc fonctionne. Exactement. Donc, ouais. Parle-nous un peu de comment toi tu sens un peu l'évolution de l'industrie du SaaS. En fait, c'est hyper intéressant parce que, qu'on se le dise, le feeling que j'ai, Alex Roman, c'est que toutes les personnes qui ne sont pas dans le SaaS te disent c'est mort, c'est fini, dans 2 ans, il n'y aura plus de SaaS, tous les SaaS vont disparaître. Et tous ceux qui sont dans le SaaS, par contre, on a accueilli quelques-uns ici, à chaque fois, ils rient un peu au nez de ces personnes en leur disant bon, ces personnes n'ont rien compris, quoi. Ces personnes n'ont rien compris, ils sont un peu à la ramasse. Et il n'empêche quand même qu'il y a quand même certaines nouvelles features aujourd'hui qui sont permises par ChatGPT et par d'autres plateformes où tu te poses des questions. Là, ils ont sorti l'option éducation sur ChatGPT. Bon, c'est quand même un sacré niveau. Je me demande à quoi va ressembler le futur des tech. Alors, tout ce qui va être expérience client et tout, gamification, effet de réseau, tout ça, ça va permettre quand même de laisser de la place pour des nouveaux entrants, mais il n'empêche que c'est vrai que de plus en plus de features ou de fonctionnalités, que hier, tu aurais dû payer peut-être des centaines d'euros sur un SaaS, il est possible de les retrouver aujourd'hui avec une trentaine d'euros, quarantaine d'euros sur des LLM. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce que toi, t'es du côté des personnes qui disent c'est des rigolos, ceux qui disent ça, on va jamais être remplacé, ou tu te poses des questions et tu te dis bon, il est temps de faire un gros coup dans le SaaS parce que on ne sait pas à quoi ça va ressembler dans 5 ans. En fait, je crois que la réponse, elle est un peu entre les deux, si tu veux. Dis donc que la plupart des SaaS que je vois, je pense à un ami à moi, je ne vais pas le citer, mais qui a un SaaS énorme et qui n'a pas implémenté d'IA dedans. Et aujourd'hui, il voit des SaaS en 1 an et demi qui sont capables de faire ce que lui a fait en 10 ans. Donc ça chauffe, je pense, pour les acteurs un petit peu déjà en place qui n'ont pas su prendre la tendance IA. Pour te répondre, je pense que ça n'a jamais été aussi facile de construire du SaaS, mais pour autant, ça reste quand même très compliqué. Faut un développeur, il faut des mecs qui s'y connaissent. Là où tu avais besoin de 10 développeurs, tu en auras besoin de 1 très bon, mais il faut quand même avoir un développeur qui est très bon. Le SaaS bas de gamme, oui, est beaucoup plus accessible. Donc, tu peux avoir un truc assez simple qui va... un wrapper GPT, oui, c'est très facile. Après, tu auras toujours des gens qui voudront payer pour parler à un humain, une expérience client, un suivi de l'expérience aussi dans le domaine. Donc, effectivement, nous, on a des mecs en call toute la journée qui nous disent « Mais attendez, je peux faire pareil avec N8N. » Très bien, fais pareil avec N8N. Tu n'auras jamais toutes les features, ça va te prendre un temps de dingue à maintenir. Et si tu es solo, pourquoi pas? Si tu es une boîte de 2000 personnes, tu ne vas pas payer un mec pour maintenir tous les N8N. Tu vois, ça va te coûter quoi aux États-Unis? 5 000, 6 000, 7 000 dollars par mois. Nous, on a un tool qui vaut 500 dollars. Aujourd'hui, le SaaS, il reste beaucoup plus rentable, si tu veux. Et donc, non, je pense qu'il y a toujours du marché. Et puis là, par exemple, j'ai un autre pote qui lance une boîte d'histoire pour enfants fait avec de l'IA. Donc, tu mets le nom de ton enfant et puis ça te génère une histoire. Et en fait, les parents, effectivement, ils peuvent dire à ChatGPT, fais une histoire avec le nom de mon gosse qui s'appelle Benjamin. Mais
c'est pas ça qu'ils veulent, tu vois. Ils veulent la petite expérience avec les beaux personnages, la régularité, donc plusieurs histoires, un suivi, etc. Donc, déjà, ça remplacera pas l'UX. Tu pourras toujours construire une belle UX dessus. Et puis, non, le but, enfin, ChatGPT n'a pas pour but, à mon avis, de remplacer tous les SaaS non plus. Mais c'est vrai que. Il y a des doutes quand même, hein. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas aussi dans une démarche où ils souhaitent les épargner. Non, c'est clair. C'est clair, mais tu vois, ils ont sorti leur note-taker, tout le monde s'est mis à hurler, le note-taker, ChatGPT va tout tuer. Bon, bah, ça fait un mois, dans les calls que je fais, il y a toujours Fireflies, il y a toujours PLDV, ils sont toujours en croissance. Donc, à un moment, le marché, il est gros, je m'en fais pas trop. Et je vois pas mal de fois, surtout des gens dire, OK, ChatGPT a sorti la feature, c'est une catastrophe. Mais ce qui se passe, c'est que ça évangélise et tu as plein de gens qui se rendent compte que cette feature existe et qui vont aller chercher des solutions un peu plus adaptées, un peu plus nichées aussi. Donc voilà, je pense pas. Et pour finir là-dessus, mon pote qui a lancé un SaaS il y a 10 ans me disait il y a 10 ans, quand il a lancé son SaaS, on lui disait déjà, ouais, mais avec WordPress, on peut faire la même chose gratos. Tu vois. Et bon, bah, son SaaS, il fait plusieurs dizaines de millions par an. Et même si aujourd'hui, il est un peu chaud avec l'IA, ça marche très bien pour lui. Donc, oui, en fait, il y aura toujours moyen de faire gratuit, faire soi-même, etc. Mais c'est des gens qui ne payent pas, tu vois. C'est pas ce genre de personne qui va payer. Euh, donc, à moins qu'il y ait une sorte d'intelligence générale où tu mets un prompt et ça te sort un tweet hunter. Pour l'instant, on en est loin, quoi. Plusieurs années, je Ok, pense. donc si je comprends bien, juste pour finir sur ça, tu n'as ni vraiment peur d'un ChatGPT qui va venir qui est ton business, ni vraiment peur finalement de l'ouverture du marché qui a permis ChatGPT, au sens où il y a de plus en plus de personnes qui vont pouvoir attaquer cette industrie. Tu te dis, Non, et des deux puis, côtés, ça va. non, et puis regarde, je reprends Y Combinator, mais les mecs, ça fait des années qu'ils sont là. Ils investiraient pas autant de millions dans du SaaS aujourd'hui si tout était voué à. Enfin, les mecs, ils ont quand même une vision sur plusieurs années. Ils savent ce qui se passe dans la Silicon Valley. Ils vont pas s'amuser à jeter de l'argent s'ils savent que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, tout est brûlé et c'est fini. Donc je me fie un petit peu là-dessus aussi. Okay. Autre question, tu as pu tester, donc j'ai cru comprendre Lovable. On a fait un podcast sur le sujet la semaine dernière, enfin sur le sujet un peu plus large que ça, mais Lovable a été une grosse partie. Est-ce que réellement tu as poussé le truc jusqu'à essayer de remplacer ton dev? Je comprends que non, puisque tu l'as toujours, mais ma question c'est jusqu'où tu peux aller avec Lovable, et est-ce que réellement à un moment ça pourrait, comment dire, remplacer une vraie équipe de dev? C'est-à-dire qu'on se trouve dans le cas où tu aurais vraiment zéro dev. Ben, il y a une métrique qui est intéressante sur Lovable et sur Cursor aussi, c'est qu'il y a plus de trafic qui vient sur Lovable que sur les sites créés par Lovable. Tu vois? Donc en gros, ça veut dire que les sites créés par Lovable ne sont pas utilisés, quasiment jamais. Donc aujourd'hui, il y a peu de use cases, de trucs totalement faits avec Lovable qui drainent énormément de trafic et qui fait de l'argent. Donc ce qui est intéressant, c'est que ouais, moi je fais quelques vidéos POC où voilà, je vais sur Lovable, je lui écris un truc, ça me fait un bel UX où on a l'impression qu'il y a du code derrière. Mais voilà, ça va pas plus loin. Enfin, j'ai pas tenté de remplacer mon dev et j'en serais absolument incapable. Et c'est pas ma zone de génie non plus. Peut-être qu'un jour ça sera possible pour des tâches super simples, je pense, et même un peu plus complexes. Mais voilà, ça va un peu plus loin que ça va ça va un peu plus loin que ça. Et puis même Lovable, euh, il y a plein de trucs qui sont pas encore UX. Il faut connecter du back-end qui est pas simple. Donc non. En fait, un mec aujourd'hui qui dit je vais remplacer mon dev, je vais tout faire tout seul en utilisant Lovable, c'est qu'il n'a pas les moyens de faire un gros truc. À la limite, un solo dev qui va coder lui-même et faire le marketing, il y en a. Et eux, pourquoi pas, ils vont aller beaucoup plus vite. Mais je vois pas Lovable, je le vois juste comme un truc pour faire des belles vidéos ou pour montrer en démo avant de vendre. Mais ça va pas plus loin. Ok. Ça fait quand même la boîte de démo la plus chère de l'histoire, mais
Ouais, non, mais c'est cool. C'est cool déjà, hein, enfin, comme use case, c'est Oui, intéressant. oui, je rigole. Non, mais c'est clair. Dans tous Et les cas, pardon, vas-y. non, vas-y, mais je pense que oui, à terme, il y aura moyen de faire des beaux sites, des trucs. Il y a même Base 44 là, qui a été vendu à Wix. Euh, et pareil, c'est un concurrent de Lovable, il y a moyen de faire des super sites. Donc, je pense que pour le niveau 0, niveau 1, pour l'instant, c'est très bien. Ouais. De tous les cas, je pense que c'est aussi la proposition de valeur de Lovable et c'est aussi la grosse différence avec Cursor, hein. Je pense que Lovable, c'est vraiment, on cible les entrepreneurs qui veulent bâtir mais qui n'ont aucune capacité au code. Là Bien où sûr. Cursor, c'est vraiment ton Bah, c'est du coéquipier copilote. tech. Ouais. Ouais. Donc, Ouais. je pense que leur positionnement, c'est toutes les personnes qui veulent une V1 très rapidement, récupérer leurs premiers sous. Un peu finalement ce que tu as fait, toi, Roman, sauf que toi, tu as délégué à des Pakistanais C'est le un peu truc, ça, ouais. mais c'est. Hmm. Mais super intéressant. Et par contre, j'ai jamais payé Lovable pour le coup. J'ai toujours resté en version gratuite. Euh, Je sais pas si tu as vu là, Alex m'a envoyé un screen avant-hier. En gros, ce serait des bruits de couloir d'investisseurs qui seraient sortis d'une session De pitch Cursor. de Cursor. Et ils auraient appris qu'en fait, à chaque fois qu'ils dépensent 1 euro, Cursor, ils en gagnent 10 centimes. En gros. ouais, ça m'étonne pas, hein. Ça m'étonne pas du tout. Mais faut voir sur la durée si ça tient. Mais oui, ça m'étonne pas du tout. Ça coûte une fortune, en fait, ce genre de truc. Et Lovable, voilà, moi j'ai 15 adresses Gmail. Chaque fois que j'avais plus de crédit, j'en créé une. Enfin, pour l'instant, c'est clairement pas un truc qui fait de l'argent, c'est clair. Enfin, c'est pas un truc qui est rentable. Si tu avais des idées de SaaS à lancer, est-ce que tu peux nous en balancer Ouais. quelques-unes, à la fois pour comprendre toi ce qui t'excite en ce moment et aussi comprendre un peu les tendances? Qu'est-ce qui Bah, manque sur le marché aujourd'hui du SaaS? alors, ce qui manque, je sais pas trop. Euh, mais alors, moi, je suis toujours sur la partie sales, donc, j'ai une vision très vente. Il y a plein d'autres secteurs où je sais pas, je saurais pas vraiment te dire. Mais pour la partie vente, il y a quelques trucs que j'ai identifiés qui sont vachement intéressants. Euh, Par exemple, quand tu fais du call mailing, il faut acheter des boîtes mail. Donc, soit tu achètes un domaine, puis tu crées des adresses, puis tu les chauffes, etc. Il y a quelques services qui vendent des boîtes mail préchauffées, donc qui ont déjà tourné pendant 15 jours. Il y a uniquement des sites qui sont soit en Inde, soit au Pakistan, soit un peu aux États-Unis, mais c'est pas terrible. Et là-dedans, il y a une demande qui est absolument énorme. Genre, n'importe qui fait une boîte qui vend des boîtes mail préchauffées va faire une fortune parce que une demande qui est folle. Enfin, chaque personne à qui je parle de call d'email me pose cette question, est-ce que tu connais un endroit où? Et Instantly doit marger x10, je crois, sur les leurs. Donc vraiment, là, il y a un truc qui est énorme là-dedans. Et en fait, il faudrait créer un SaaS où tu arrives et tu peux tout simplement acheter des boîtes mail préchauffées et puis on te les change. C'est pas hyper compliqué à mon avis, mais donc ça, il y a un marché qui est énorme. Et un deuxième, je vois pas mal de tools Reddit émerger où tu peux faire du monitoring. Donc en gros, chaque fois qu'un mot-clé est tapé sur Reddit, c'est un peu comme nous avec les signaux, mais sur Reddit, ça te donne accès à la discussion en te disant, voilà, si tu commentes là avec ta boîte, bah, il y a des chances que ça soit vu et que tu aies des clients. Donc dès que quelqu'un va taper le mot-clé lead generation ou LinkedIn ads ou peu importe, bah, tu as un lien qui arrive, va commenter avec un message déjà préfet par l'IA pour commenter. Et ça, c'est super intéressant. C'est un truc que j'utilise. J'utilise Popsy, je crois, ça s'appelle. Ouais, c'est ça, popsy.pro. Popsy.ai. Et ça, c'est backé par Y Combinator aussi. Ils ont pas mal de concurrents et je pense qu'il y a quelque chose, quoi. J'irais. C'est un truc qui m'aurait bien chauffé. Donc ça, c'est le deuxième truc. Et après, dans tout ce qui est LinkedIn Outreach aussi, je vois pas mal de tools qui sont assez chers. Je pense que ça mériterait d'un tool beaucoup moins cher, mais avec des crédits IA sur des messages déjà préfaits.
ce genre de choses. Donc là, il y a pas mal d'outils comme Wallaxy, comme Ahrefs, où tu vas payer très cher et ça va te connecter à des gens sur LinkedIn, puis ensuite c'est toi qui écris les messages. Moi, je pense qu'il manque une partie, pareil, copilote, avec un contexte, des messages déjà préfaits, où tu peux aller beaucoup plus vite. Donc ça, c'est les 3 trucs que j'ai vus en vente. Voilà, mais tout ce qui va permettre aux gens d'avoir plus de clients, de closer plus rapidement, c'est super intéressant. Est-ce que sur toute la partie SaaS B2C, il y a des opportunités ou pas? Je m'y connais pas en fait. Enfin, je connais pas, pour être honnête. Oui, il y a des trucs à faire. Je sais que j'ai des potes qui cartonnent avec des apps mobiles et du TikTok à fond. Donc, tu bombardes TikTok, tu as énormément de téléchargements, tu as un churn qui est démentiel. Mais oui, il y a des trucs. Il y a même, je sais pas si vous avez vu, il y a quelques temps, il y a une boîte qui s'appelle Cal.ai qui fait des calories, qui a détrôné 3 millions par mois. Voilà, et eux, ils ont détrôné MyFitnessPal, et MyFitnessPal, c'est une boîte qui avait été vendue 450 millions à Under Armour. Et les mecs, c'est trois branleurs à Miami, je crois. Ils ont 20 ans et ils ont défoncé MyFitnessPal. Donc, ouais, il y a clairement des trucs. Il y a des trucs à faire. Délirant ce qu'ils ont fait. Blake Anderson, pour les personnes qui veulent aller le voir sur Twitter. Il y a Cal.ai, mais il y en a d'autres aussi. Et c'est vrai qu'ils ont réussi à avoir une croissance. En documentant tout, en plus. Documentant tout, pardon. C'est-à-dire que ils ont tout donné. Ils ont donné leur meilleur contenu organique, leur meilleure stratégie. Ils ont tout expliqué. Et ils continuent à exploser alors qu'il y a eu des centaines de concurrents qui se sont lancés, du coup, qui ont voulu dupliquer leur succès. Ouais, ça, tu vois, c'est une mauvaise idée, je pense, de se lancer dans des apps comme ça en essayant de copier ces mecs-là. Enfin, des apps de calories, tu en as je sais pas combien qui sont passés en IA. La barrière d'entrée est extrêmement faible. Là, pour le coup, pour 2000 €, tu as quasiment la même app que Cal.ai, mais tu n'auras jamais leur génie marketing et tout ce qu'ils ont fait. Donc, vous pensez que ce truc-là tourne que sur le marketing, justement? C'est ça la force du truc? 100%. Oui. Ouais. Oui, clairement. Je connais pas le produit, mais je suppose qu'il est, c'est vraiment, il est random au possible, quoi. Et surtout, c'est pas si ouf dans le sens où quand tu vas prendre une photo d'un plat, l'IA elle peut pas vraiment déterminer la profondeur de ton plat, tu vois. Donc il y a plein de trucs. Peut-être expliquons très rapidement ce que c'est. Ouais, bien sûr. En fait, c'est une appli où tu vas scanner ce que tu manges et ça te rend tes calories. Et donc ça te permet de traquer tes calories au fur et à mesure de la journée. Ça marche plutôt pas mal si tu t'étales tout sur une table et tu prends une photo. C'est un wrapper ChatGPT. Et en fait, on n'a pas vraiment le recul sur ces apps-là parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils te mettent un mensuel assez cher, un annuel peu cher, ce qui fait que tu vas prendre l'annuel. Et donc, je serais curieux de voir combien de gens renew vraiment au bout d'un an. Et parmi ceux qui renew, est-ce que ce n'est pas des gens qui ont laissé leur carte dans l'Apple Store et qui ont oublié, tu vois? Donc, est-ce qu'il y a une vraie utilisation de ce genre de produit? Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, ça marche bien. C'est combien un truc comme ça, juste pour 60 balles par an, un truc comme ça, 50 balles, ouais. Et si tu le prends en mensuel, c'est du coup 15, je suppose, ou je sais pas combien? Ouais, c'est ça. 12, 15, quelque chose comme ça. Mais voilà, ça reste vraiment pas mal. Et après, ils ont des gros coûts marketing et IA. Mais ils marchent quand même à 20-30%, je crois. Donc ouais, ils sont bootstrap, donc c'est fort. Ok, et est-ce que au-delà des SaaS de vente, enfin pour le côté sales, commercial, est-ce que tu vois autre chose, notamment au niveau de l'acquisition? Est-ce que dans les CRM, tu penses que... Là, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une boîte qui s'appelle Ramp. Ouais. La finance d'entreprise automatisée via Azure IA. Et en 6 ans, on parle souvent des newsletters dans ce podcast, Alex, et plein de fois, je te dis, putain, mais mec, en 6 ans, ils se sont vendus 30 millions ou 500 millions dans le cas de Axios. Non, eux, en 6 ans, c'est 20 milliards de valo avec une ultra croissance ces dernières années. Tu te dis, et en plus, sur un marché qui était quand même un coupe-gorge, hein, parce que c'était ultra saturé, même à l'époque.
Alors attention, parce que eux, pour le coup, ils sont complètement VC-backed. Hein. C'est pas tout à fait la même chose que les trucs qu'on évoque et qui souvent sont bootstrappés. Ou Axios, Axios c'était VC-back, dès le début, 15 millions de levés. Axios, c'est vrai. Axios, c'est vrai. Mais la rampe, je sais plus Oui. les montants de levée, mais c'est très, très vénère. Rampe, ils ont levé énormément, je crois. Oui, Ouais. oui, totalement. Mais il n'empêche que, voilà, en 6 ans, ils ont quand même réussi à s'imposer dans un marché qui était délirant. Et est-ce que tu penses que toi, il y a quelque chose qui. En ce moment, on parle beaucoup aussi des IA, mais ultra verticalisées, et qui vont peut-être pas uniquement faire du LLM, mais aussi du prédictif. La dernière fois, Alex parlait d'une IA spécialisée sur tous les hôpitaux, avec les normes européennes. Ouais. Mais je ne sais pas si vous avez vu, il y a une boîte aujourd'hui qui fait de la prise de notes, je crois, pour vétérinaires, et qui a dépassé les centaines de millions d'euros de valorisation. C'est aux États-Unis. Est-ce que c'est un truc qui t'intéresse? Parce que là, pour le coup, on n'est quand même pas du tout sur du SaaS à destination des sales. On est sur du SaaS à destination des professionnels, mais de manière plus large. Est-ce que c'est un truc qui t'intéresse? Ça te fait de l'œil? Tu te dis non, c'est pas mon truc. C'est super intéressant. En fait, déjà, ce genre de truc, tu peux le faire qu'aux États-Unis quasiment parce que, quoi qu'il y a Doctissimo en France. Mais par exemple, j'ai vu à Miami un mec qui a vendu un SaaS pour les paysagistes uniquement en Floride. Et le mec a revendu son truc, je sais plus, 20 millions, 30 millions. Enfin, c'est énorme. Et oui, ce qui est super intéressant, c'est que en nichant, tu vas pouvoir parler directement à une cible. Cette cible-là, tu vois, on en revient à ChatGPT qui sort un truc. Cette cible-là, elle a peut-être besoin d'une feature qui n'est pas du tout évidente pour un outil généraliste. Et donc là, tu vas pouvoir te nicher, adapter ton message, créer ton réseau. Et ça, c'est pour ça que, pour moi, à mon avis, ChatGPT ne peut pas concurrencer tout le monde directement. Et je suis quasiment sûr que, tu vois, tu as un outil de prise de notes pour vétérinaire. Dans ces vétérinaires, tu as une partie un peu tech, un peu débrouillard, qui va essayer de monter son truc soi-même et qui va se dire c'est hors de question que je paye. Mais la majorité, elle n'a pas le temps. Donc, oui, non, c'est super intéressant. Et surtout, aux États-Unis, tu as la profondeur de marché pour devenir multimillionnaire avec des micro-niches, quoi. Des magasins de vin, des trucs comme ça. J'ai vu plein de mecs sortir des SaaS et tout cartonner. Tu fais ça sur les vétérinaires en France, je ne sais pas ce que ça donne. Peut-être que ça marche, je ne sais pas. De toute façon, c'est sûr que ta profondeur de marché ne sera jamais la même. Donc aux États-Unis, tu as des volumes qui, dès que tu lances le moindre truc, prennent des proportions qui sont incroyables. Et même, tu vois, même si tu as un truc à l'échelle d'un État, c'est comme si tu avais un truc à l'échelle de la France. Je pense qu'il y a autant de trucs une valorisation 20-30 millions en Floride de sortie, c'est autant qu'une valorisation 20-30 millions en France, tu vois, et je pense que tu en as autant chaque année, parce qu'en France, une sortie à 20-30 millions, t'en as pas des dizaines chaque année. Hein. Exactement. Alors si, sur de la PME peut-être, mais sur de la pure start-up qui a moins de 5 ans, je serais curieux d'avoir les vrais chiffres, tu vois. Ouais, totalement aligné. J'allais vous proposer de faire un petit jeu intellectuel, de réfléchir à certaines verticales qui n'ont pas encore été attaquées et sur lesquelles on pourrait aller. Je ne sais pas si vous avez des idées. Vertical IA, j'entends ça, SIA de manière assez large. Est-ce que vous voyez une industrie, même une micro-verticale, où, en fait, qui est totalement sous-estimée, mais où. Parce que Doctolib, c'est l'ensemble des docteurs, hein, mais vétérinaires, c'est déjà plus niché. Je pense que cibler, ça, c'est que les thérapeutes. Il y a d'ailleurs un ami qui a créé un ami d'amis qui a créé le Doctolib, mais pour les thérapeutes, et ils font 120 000 euros par mois de MRR. Ah, je pense que je vois qui c'est. C'est quoi le SaaS? Je me souviens plus du nom. Ok. Je me souviens plus du nom. C'est l'ami de Julien Tseblonch, que tu dois peut-être connaître. Ouais, si, oui, c'est ok. Je vois exactement quel SaaS c'est. Ouais, ça marche bien. Je sais pas, dans le marché artistique. Il faudrait qu'on lance un rapport sur ça d'ailleurs. Un truc simple, tu vois, c'est. Je pense que tu prends une petite verticale, tu leur fais un auto-reply mail, enfin un truc qui te je ne sais pas si vous connaissez Fixer AI. Fixer AI fait ça. C'est une boîte, alors eux ils cartonnent tout, et ça te permet de classer ton Gmail et de pré-répondre à tous les emails. Très simple. Donc tu arrives, tu te lèves le matin, tu arrives, tous tes emails sont déjà pré-répondus. Tu as juste à cliquer sur envoyer, modifier. Un peu ce que je fais sur Instantly en fait.
Et donc, oui, si tu niches ça, eux, ils font pour les exécutives, mais à mon avis, il y a moyen de faire ça pour les mecs du BTP, tu vois. Tu prends les mecs du BTP, tu leur dis, écoute, tu arrives le matin, tous tes emails sont déjà pré-remplis, tu checkes, t'envoies, bah, ça peut fonctionner. Ce genre de truc. Je pense qu'il y a. Après c'est toujours comment tu atteins la cible. Nous, avant de faire Goji Berry, on avait l'idée de faire un auto-répondeur pour les restaurants. Tu appelles un restaurant, c'est toujours infâme. Le mec, il n'a pas le temps. Ou même tu es dans un restaurant, tu les vois répondre au téléphone 25 fois pendant le service en disant on est complet. Je me suis dit, il y a sûrement moyen d'automatiser ça. Et j'avais commencé un petit peu à prospecter. Et en fait, la cible est super chiante, quoi. Vendre à des restaurateurs, c'est très compliqué. Donc, il faut voir un petit peu aussi, quand tu te niches, quelle est par quel moyen tu vas atteindre la cible. Pareil, les vétérinaires, je ne saurais pas où commencer. Hein. Les groupes Facebook, je pense que j'irai directement dans les groupes Facebook de vétérinaires. Sûrement, ça mérite réflexion, hein, mais ouais. Ok, bah écoutez, épisode plutôt complet. Est-ce que Alex a d'autres questions? Non, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Roman, est-ce que tu veux, avant de nous partager peut-être les liens où on peut te retrouver, est-ce que tu as une dernière chose à dire sur l'industrie du SaaS, sur ce que tu veux? Ouais, juste un petit conseil si vous vous lancez dans le SaaS, prenez toujours un co-founder tech, parce que si vous payez un dev, ça va coûter très cher et il aura un niveau d'implication qui sera jamais équivalent à un mec qui met sa chemise en jeu. Donc forcément un co-founder tech et il faut du capital de départ. Alors, on en parlait pour Coco AI, on n'a pas mis d'argent, mais il faut être capable pendant 1 an de ne pas pouvoir se payer, par exemple, d'avoir d'autres business à côté. Donc tu vois, tu ne mets pas d'argent, mais en fait, tu mets du temps beaucoup. Il n'y a pas grand monde qui peut se permettre de ne pas bosser pendant 1 an et en plus de dépenser en marketing et en plus d'avoir cette incertitude. Donc il y a quand même un peu d'argent à faire et je pense que le SaaS, c'est quand même le niveau 2. Il faut déjà faire ses armes un petit peu à côté, faire du cash flow, prendre un peu de confiance et après tu peux te permettre de réinvestir. Du coup, j'ai une question. Ça m'a lancé une question, ce que tu viens de dire. C'est quoi le budget, selon toi, minimum pour quelqu'un qui veut lancer un SaaS? Entre ce que tu dois garder sur ton compte pour pouvoir vivre, on va dire, le plus bas niveau possible, et ce que tu dois avoir de côté pour lancer le market, payer les 2-3 trucs nécessaires. Je dirais au moins 30-50 000 euros, quoi. Parce que tu vois, rien qu'un Instantly, ça va te coûter 500 balles par mois si tu envoies beaucoup d'emails. Tous tes tools d'automatisation, tu vas payer un comptable, tu vas payer de l'IA, tu as plein de licences dans tous les sens. Plus, tu ne te payes pas, donc tu manges un peu ce capital. Je dirais, ouais, 30-50, ouais. Ok, très clair. Donc voilà. Merci. Top. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Roman? Sur LinkedIn. Et voilà, et sur Twitter aussi, je peux donner mon Twitter. Ok, je les mettrai directement dans la description. Ça marche. Top. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et toi ? Et puis à la prochaine. Salut, ciao. À plus.